Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Bienvenue à cette rencontre, disons une rencontre spéciale dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs, mais surtout de cette semaine-là de la santé mentale des populations noires. Je voudrais commencer d'abord par peut-être laisser la parole à Hanan de faire disons, la bienvenue. Hein? Merci à Tout à toi, fait. Hanan, d'avoir organisé ça. C'est beaucoup, beaucoup de reconnaissance puis de gratitude pour cette opportunité-là. Merci Papa Ladjike, merci Olivier, puis bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre discussion en direct qui aura pour thématique, comme le vient de le préciser Papa Ladjike, la santé mentale des communautés noires. Donc je tiens à préciser que la discussion a été organisée à l'occasion de la journée de sensibilisation à la santé mentale des Noirs. Donc aujourd'hui, nous avons l'honneur et le plaisir d'avoir parmi nous deux experts, Papa Ladjike Diouf, directeur des services en dépendance pour adultes au Centre Le Cap, et Olivier Ngouté, psychothérapeute également au Centre Le Cap. Donc, avant de vous céder la parole, messieurs, je vous invite tous justement à poser vos questions en direct, directement sur le fil de la discussion, ou bien par courriel à l'adresse que je vais afficher, qui est événement@centrelecap.ca. Nous consacrerons une dizaine de minutes à la fin de la discussion pour tenter de répondre aux questions posées. Et si on venait à manquer de temps, nous répondrons par la suite à vos questions directement sur le fil de discussion. Donc, sans plus tarder, je cède la parole à nos deux invités qui vont d'abord se présenter, puis entamer cette belle discussion qui s'annonce aussi riche qu'intéressante. Messieurs, à vous la parole. Merci beaucoup, Hanan. Merci. Olivier, peut-être je vais te laisser d'abord la parole de te présenter, puis Merci je pour vais y votre aller. humilité. Merci pour votre pour l'occasion, Anan, que tu nous donnes de discuter sur ce sujet, la journée de la santé mentale des Noirs. Je m'appelle Olivier Angout, je suis psychothérapeute. Au Centre Le Cap, j'offre des services dans de thérapie individuelle, de groupe, de couple et de famille issus des problématiques diverses liées à la santé mentale, mais spécifiquement sur la problématique des dépendances. Et parallèlement, il y a un très grand engagement communautaire pour venir en aide aux communautés noires qui traversent quand même des défis, qui font face à des défis de santé mentale assez prononcés. J'offre ici et là du temps en tant que bénévole ou en tant que professionnel pour des services de santé mentale dans la communauté, notamment avec les communautés immigrantes et les communautés réfugiées. J'ai aussi un pied dans le domaine spirituel dans lequel j'offre aussi un suivi ou alors un accompagnement en ce qui concerne la croissance spirituelle. Donc, c'est un sujet qui nous tient à cœur, qui me tient à cœur et nous avons pris l'habitude depuis quelques années de travailler là, dans ce sujet-là avec les communautés noires. C'est un plaisir d'être avec vous et de partager cette heure de discussion et d'échange. Merci beaucoup, Olivier. C'est un plaisir de partager ce moment-là avec toi aussi, puis avec toutes les personnes qui suivent, nos collègues aussi, je pense, qui suivent. Puis cette occasion-là, moi, mon nom est Papaladike Diouf, donc je suis directeur des services aux adultes en dépendance et troubles concomitants. Ça fait 15 ans quand même que je suis professionnel, clinicien. J'ai travaillé en Afrique, puis au Canada depuis 2014. Et présentement, ben, à la base, moi, je suis psychologue et sociologue de formation. Donc, les deux, je porte les deux casquettes. Puis en même temps, je travaille beaucoup sur la base de ma pratique qui est les traumas, parce que je travaille aussi en zone de conflit. Donc, puis à un moment donné, comme je m'intéressais beaucoup aux traumas que je pratique, puis que j'ai enseigné aussi. Et je suis superviseur clinique aussi pour des étudiants en maîtrise pour l'Université Saint-Paul, mais en même temps aussi, je donne des cours dans les impacts psychologiques liés au conflit. Donc, moi, les traumas, dernièrement, j'ai pris beaucoup de spécialisation de certificats en trauma historique, trauma intergénérationnel, parce que c'est des questions qui m'intéressent, qui m'interpellent beaucoup.
Et ça fait 2 ans maintenant qu'il y a un développement aussi avec le CAP sur la question immigrante, c'est-à-dire la santé mentale des populations immigrantes. Donc, j'espère qu'on va passer de bons moments aujourd'hui et nous sommes prêts à partager avec vous notre expérience, mais aussi à prendre vos questions. Donc, je pense qu'on pourrait commencer, Olivier, par la question du contexte historique. Oui, tout à fait. Le contexte historique de la journée de sensibilisation à la santé mentale des Noirs. Je pense que c'est un point important qui permet quand même d'évacuer les faux débats ou alors des questions qu'on entend souvent ou des réactions qu'on entend souvent. Ce qu'on entend souvent, c'est mais pourquoi la santé mentale des Noirs? Pourquoi on parle pas de la santé mentale des Blancs? Pourquoi spécifier la santé mentale des Noirs? Eh bien, l'histoire de cette journée est basée sur le fait que avant 2 ans, 3 ans avant les années 2020, de nombreuses recherches, de nombreuses statistiques, notamment à Santé Canada, Statistique Canada, ont produit des bilans, des évaluations et des statistiques qui démontraient que les communautés minoritaires telles que les communautés noires faisaient face à de gros défis au niveau de leur intégration, de leur adaptation et de leur croissance. Et donc, partant de ces constats, quand même, il y a eu des recherches qui ont été approfondies, qui ont identifié des difficultés de santé mentale comme des problématiques pertinentes pour opérer des changements. Donc, on a parlé de l'équité en matière d'accès aux soins, étant entendu que la performance, étant entendu que la capacité de se réaliser dépend beaucoup aussi de l'état de santé. Et donc, il y a eu un travail fait au niveau des députés de l'Ontario, et on va citer ici Madame Karpoche et puis le député Hassan du NPD qui ont porté le projet de loi ce projet de loi pour modifier la loi de 2017 au sujet, contre le racisme. Donc, ils ont travaillé à insérer dans la loi de 2017 une loi qui obligerait les services de santé à prendre en compte la réalité des communautés noires, à être sensibles à la réalité de la santé mentale des communautés noires. Et donc, cette loi a été adoptée en 2020, en première lecture le 2 mars 2020. Et c'est comme cela que, à partir de l'année dernière et pour toutes les autres années, tous les 2 mars, on prendra une journée de sensibilisation à la santé mentale des communautés noires. Donc, c'est comme cela qu'on en est arrivé à cela, fruit des études et des recherches qui démontrent les inégalités, les écarts d'accès aux services et puis les difficultés de santé publique auxquelles font face les communautés noires. Donc, voilà d'où est-ce que cette journée-là vient. Merci beaucoup, Olivier. Puis renforcer dans le sens que aussi le CAP se maintient dans cette perspective-là en tant que leader francophone en matière de santé mentale, dépendance, troubles concomitants. Donc, c'est vraiment dans ce sens-là que nous intégrons cette journée-là dans notre culture en tant qu'organisation. Alors, parler de la réalité maintenant de la santé mentale des communautés noires, c'est également de prendre en compte la dimension historique. Parce que des fois, quand on est ignorant de d'où vient une telle problématique, il peut y avoir beaucoup d'incompréhension, il peut y avoir également beaucoup de préjugés. Et l'humain, fonctionnant avec souvent des préjugés qui deviennent des vérités et qui créent des biais, certains biais qui sont des biais implicites, peut-être qu'on va en parler tantôt. Il faut comprendre que ces communautés noires-là qui ont atterri en Amérique viennent de quelque part. Et on se plaît c'est important de le rappeler. C'est important de rappeler que de 1536 à 1848, il y a eu au moins 15 à 20 millions de personnes noires, des femmes, des enfants et des hommes qui ont été amenés, déportés d'un continent qui est l'Afrique vers l'Amérique. Alors, et souvent, ces personnes-là venaient avec des numéros de matricule et ils arrivaient séparés de leur famille. Et maintenant, avec tout ce que ça a comporté également en termes disons, de violence, de traumatisme vécu, aujourd'hui, la science nous a prouvé que il peut y avoir ce qu'on appelle des traumas intergénérationnels et des traumas historiques.
Donc, les preuves nous viennent de la biologie avec l'épigénétique, les preuves nous viennent de la psychogénéalogie, mais les preuves nous viennent aussi de l'épidémiologie. Donc, c'est des sciences qui ont étudié et qui ont vu que de génération en génération, certaines populations qui ont vécu certains traumatismes, ça peut rester de génération en génération. Et on le constate chez les Juifs qui ont vécu la Shoah, on le voit chez les populations autochtones d'Amérique, mais on le voit aussi chez certaines communautés qui ont vécu des guerres, des crises et des abus. Donc, mais cela ne signifie pas que tous les Noirs vivent cette problématique-là, parce que également, comme l'épigénétique le montre, de génération en génération, avec les questions de résilience, avec certaines questions aussi liées à l'épigénétique et au comportement de vie à l'environnement, il peut y arriver que ces phénomènes-là ne soient pas vécus. Mais quand on regarde aujourd'hui aussi la question systémique, on se rend compte que le système est un système qui est à la base ségrégationniste. Et quand on regarde le système depuis l'histoire jusqu'à date, que ça soit au niveau de l'esclavage, de la colonisation, comme de ce qu'on appelle le capitalisme, c'est toujours un système qui est ségrégationniste. Et on se rend compte que au niveau de ce système-là, il y a beaucoup de difficultés d'accès. Quand on regarde notre domaine à nous, qui est la santé mentale, les études ont montré qu'il y a peu d'accès, il y a peu de personnel issu des minorités en fait, qu'on retrouve dans le système. Et les ressources qu'on retrouve, les outils qu'on retrouve, les services qu'on donne, ce sont des services qui, à la base, ont été conçus pour une majorité et qui ne prend pas souvent en compte la question de la sensibilité culturelle. Et ce qui fait que beaucoup de professionnels dans ce milieu-là, aujourd'hui, se sentent démunis face à, disons, aux compétences culturelles qui pourraient leur permettre de s'adapter aux besoins de leur clientèle. Donc, tout ça pour dire simplement que c'est une réalité qui est là et puis qu'il faut prendre en compte quand on traite avec des communautés issues de minorités. Tout à fait. Et je suis très d'accord avec toi. Je partage ton point de vue. Il y a des données couplées que Statistique Canada a compilées et qui mettent justement le doigt sur le fait que les services qui sont parfois disponibles ne sont pas toujours adaptés aux minorités. On a des situations qui sont posées avec les communautés autochtones. On a des situations du côté de Montréal. Il y a des situations qui se posent aussi avec d'autres communautés minoritaires. Et donc, l'idée ici, justement, c'est de prendre en compte le fait que la communauté multiculturelle que nous construisons au Canada est une communauté qui veut prendre en compte toutes ces composantes. Et c'est une question de santé publique d'aller identifier les difficultés que certains membres de la communauté rencontrent pour essayer d'optimiser le service. Parce que le risque, c'est souvent de penser que c'est des communautés montrées les unes contre les autres, mais la logique derrière cette préoccupation de la santé mentale des Noirs, c'est de faire comprendre qu'il y a une frange de la communauté qui a des besoins spécifiques et donc on va réajuster les services, on va essayer d'apporter une réponse à ce problème de santé publique là. C'est un problème de santé publique aujourd'hui. Si la communauté veut aller plus loin, elle a besoin de construire la santé forte. Et puis aussi, il faut pas, quand on voit la communauté francophone, elle grandit très vite et elle grandit parce qu'il y a une très grande partie de la communauté qui est ici et qui se compose de membres issus de la communauté noire. Donc, c'est un problème de santé publique qu'il faut prendre à cœur pour optimiser les forces de la communauté. Et définitivement. Et là, ça permet aussi de rentrer dans tout ce qui concerne les perceptions et les croyances. Parce que, comme je disais tantôt, les préjugés et les biais implicites participent beaucoup à nourrir des fois comme certaines difficultés. Alors, et c'est là où le système a un gros travail à faire au niveau des organisations et de faire rentrer une culture, n'est-ce pas, qui va permettre disons, de faire face à certaines perceptions, à certaines croyances. Alors, j'ai l'habitude de prendre l'exemple récent de Joyce Echawakan. C'est cette femme-là qui, malheureusement, a subi ce qu'elle a subi, qui était très malheureux au Québec.
Alors, j'ai l'habitude de dire que c'est comme la personne principale, qui est cette infirmière-là, a été sanctionnée. Mais ce qu'on ne réfléchit pas, c'est que si l'environnement dans lequel elle travaillait était vraiment clair en termes de procédure et de politique et d'accompagnement du personnel dans leur orientation à prendre la culture et la valeur de cette diversité-là, est-ce que ces personnes-là seraient dans une salle, n'est-ce pas, d'hôpital à sortir ce type de discours-là? Alors, et si par exemple, dans son équipe, il y avait une diversité, est-ce que cette personne-là serait dans une posture de sortir de tels mots? Donc, c'est de là à travailler à maintenir et à accompagner nos professionnels, à casser des perceptions et des croyances et à se mettre dans qu'est-ce qui peut être des micro-agressions. Parce que c'est là souvent que la difficulté se pose, c'est que les gens ont du mal à comprendre qu'il y a des attitudes, des comportements, des façons de penser qui étaient acceptées et qui se sont transmis de génération en génération, mais qu'aujourd'hui, on se rend compte que ça rentre dans le cadre de microagressions, ça rentre dans le cadre de déshumanisation, mais il faut comme vraiment accompagner. Il faut accompagner les professionnels, il faut accompagner les organisations pour pouvoir construire cette culture-là. Et ça passe par un inconfort. Parce que nos croyances et nos perceptions, nous avons été confortables avec ça. Et pour les casser, il faut accepter de traverser cet inconfort-là, de se remettre en cause, de faire de l'introspection, mais d'être accompagné aussi à des outils qui puissent nous permettre d'avoir la bonne attitude. Mhm. Et puis tu fais bien de signaler justement que l'accompagnement du personnel, l'éducation du personnel, parce que la question de la santé mentale des Noirs aussi, ça permet de mettre le doigt sur l'inconfort que les professionnels peuvent avoir face à une clientèle qui n'est pas celle qu'ils ont pris l'habitude d'avoir, ou alors les pratiques qui ont été développées sans prendre en compte certaines spécificités. Justement, tout le mouvement de soutien pour la santé mentale veut attirer l'attention des professionnels ou alors des structures du système à capaciter aussi les professionnels en matière de sensibilité culturelle. Et c'est un gros travail est déjà fait. Il y a des choses qui bougent, mais ça permet d'identifier et de remettre en question les perceptions, les croyances. Et tu le disais très bien. Le changement est apeurant, il est effrayant. La nouveauté est parfois menaçante, mais cet inconfort-là peut être dépassé dans la connaissance mutuelle, dans l'ouverture à comprendre la réalité des clients qui nous arrivent. Et ça me vient à l'esprit comme de partager un peu comme un exemple que j'ai connu dans le cadre, disons, comme des milieux de santé. C'est pas en santé mentale, mais en santé comme en gynéco. Tu sais, comme une personne immigrante noire qui, en fait, une femme qui a été victime de mutilation génitale féminine, l'excision, puis qui arrive, disons, en gynéco, à Montréal, quelque part. Et puis, ben, écoute, elle rentre dans la salle, puis la personne qui, la première, l'a examinée est allée appeler au moins 5 de ses collègues pour venir voir. Et d'une professionnelle, elle s'est retrouvée avec 5 professionnels autour d'elle. Et ça a créé une sorte de retraumatisation. Mais ce personnel-là, c'est parce que simplement, il y a eu un manque de formation à partir de la sensibilité culturelle et puis à la connaissance aussi de ça. Donc, peut-être, Olivier, revenir peut-être un peu sur certains facteurs de risque. Je vais te laisser peut-être développer un peu sur ça. Mmh. Donc, les facteurs de risque, hein, des situations, alors les contextes qui mettent les communautés noires à risque sont des facteurs qu'on va appeler des facteurs biopsychosociaux, c'est-à-dire que il y a les facteurs biologiques, il y a les facteurs génétiques qui peuvent exposer les membres de ces communautés-là à des problèmes de santé mentale. Quand je parle de facteurs biologiques, physiologiques, c'est par exemple des maladies transgénétiques, c'est par exemple des problématiques de santé ancrées déjà dans
l'arbre généalogique familial. Mais il y a aussi, à côté de cela, des facteurs psychologiques, c'est-à-dire que les défis rencontrés, les problématiques rencontrées par le passé et les perceptions telles qu'elles ont été construites, la gestion des émotions, on est toujours le fruit d'un processus. Et donc, ce processus-là peut impacter peut prédisposer une personne à développer des problèmes de santé mentale. Il y a aussi le vécu de tous les jours, les problèmes d'adaptation, les micro-agressions dont tu parlais, qui amènent ces personnes-là, issues de la minorité, à construire un monde ou alors ils vont se retrouver à développer des problèmes de santé mentale. Ouais. À côté de cela, il y a aussi des facteurs environnementaux, c'est-à-dire que si le contexte social dans lequel on se situe, par exemple l'accès au logement, le niveau d'éducation, l'accès aux soins, les questions de justice sociale, l'accès à l'éducation, tous ces facteurs-là ou à un travail décent, à un salaire décent, quand ces conditions-là ne sont pas réunies, bien, il y a de fortes chances que les personnes développent des problèmes de santé mentale. Et justement, les statistiques de Santé Canada, moi j'invite les gens à s'intéresser à ces statistiques-là. C'est des choses factuelles. C'est des choses factuelles et ça nous sort des débats partisans, ça nous sort des militantismes qui sont pas souvent utiles. Il est quand même démontré que dans la situation de la COVID, les personnes les plus exposées à contracter le virus à Covid étaient des personnes, on l'a vu dans les maisons de retraite, qui étaient en première ligne au niveau des soins de longue durée, qui étaient en première ligne au niveau des caisses, des personnes qui ont été le plus exposées à contracter la Covid. Et on sait aussi que c'est des personnes à faible revenu, et dans la compilation des statistiques, il s'est retrouvé que ces personnes-là étaient issues majoritairement de la communauté noire. Donc, c'est des statistiques qui existent, c'est pas le fruit d'une invention. Donc, on voit comment un facteur tel que l'emploi, tel que le lieu de travail, tel que le revenu peut avoir une incidence sur la santé mentale. Parce que, disons-nous, quelqu'un qui travaille dans des soins de longue durée et qui perd son emploi ou alors qui se met en arrêt de travail parce qu'il a contracté la COVID, il y a une baisse de revenus. Mais il était déjà dans une sorte de vulnérabilité, donc il fait face à une double, une triple vulnérabilité du fait de l'accès à l'emploi, de l'accès aux services et tout le reste. Donc, c'est des personnes qui sont rendues fragiles à cause de l'environnement. Donc, ces facteurs-là existent et justement, quand on parle aussi de l'équité, l'équité en matière de services, c'est une question qui a été abordée. Il y a des rapports qui existent et qui démontrent à quel point le traitement n'a pas toujours été équitable ou alors les services n'ont pas été équitables. Donc, c'est ça que je peux dire au niveau des facteurs de risque qui sont biopsychosociaux, qui existent et qui prédisposent ces communautés-là à développer des problèmes de santé mentale. Tu as parlé plus haut, tu partageais tout à l'heure plus haut la réalité de la santé mentale. Tu as évoqué la question des traumas transgénérationnels, mais il faut dire que les nouveaux Canadiens, les nouveaux Canadiens dans leur processus ont aussi fait face à ce que je vais appeler les défis de l'adaptation à leur nouveau pays, qui ont probablement entraîné aussi qui sont devenus des sources de stress. Donc, il y a des questions de stress, de dépression, d'anxiété, d'acclimatation qui se sont posées et qui ont dressé le lit à des difficultés de santé mentale ou alors à des enjeux de santé mentale. Donc, c'est tout cela qu'on prend en compte et qu'on essaye d'adresser dans la journée de la santé mentale des Noirs. Oui, ben définitivement, tu poses des points importants. Puis, COVID vient juste nous mettre en avant ce qui était sous-jacent d'abord dans nos communautés et dans notre société. Donc, COVID fait que, tu sais, COVID est juste comme un élément qui est venu mettre en lumière des choses qui existaient dans notre communauté, puis qu'on se rend compte de plus en plus. C'est la question de l'accès. C'est la question de l'accès aux services, c'est la question de la qualité des services offerts à ces communautés-là. Et quand on a parlé de la question du racisme, là, puis il y a en fait
y a en fait le lien à faire à partir de les conséquences. Il y a des conséquences terribles à ces, disons, à ces microagressions, des conséquences terribles à cette réalité-là systémique. Et malheureusement, Covid est venu mettre en avant le déficit, les problématiques liées à l'accès à des soins, okay? La problématique liée à la qualité de service. Et imaginez-vous maintenant les Noirs qui sont déjà dans une minorité et qui sont francophones, c'est-à-dire une deuxième minorité, okay? Donc doublement minoritaire. Alors, à ce moment-là, ça pose un débat. Ça pose un débat qui est basé sur une réalité. C'est aujourd'hui, en tant que communauté, qu'est-ce qu'on veut faire face à ce que, disons, face à la réalité? Soit on a le choix de fermer les yeux ou on a le choix de construire une meilleure société basée sur, disons, un combiné d'efforts et d'alliances là. Parce que il faut dans ce combat-là avoir des alliés sûrs, mais avoir aussi une volonté. Parce que c'est bon, je pense, de reconnaître, c'est la première des choses. C'est bon de dénoncer, c'est aussi une chose importante, mais c'est bon disons, de s'engager dans une culture antiségrégationniste, dans une culture, disons, qui va nous permettre disons, de casser vraiment toutes les barrières et qui pourraient permettre d'accéder à l'équité, d'accéder aussi à cette inclusion-là et à la diversité, autant dans les personnels de santé, autant dans les services qu'on offre et même dans les outils qu'on offre à notre clientèle dans la communauté. Mmh. Tout à fait. Et j'aimerais rebondir sur un élément que tu... Il y a beaucoup de chercheurs ou de penseurs qui ont choisi d'appeler la situation de la COVID non plus une pandémie, mais une syndémie, en voulant souligner le fait que la COVID a révélé des problèmes qui existaient déjà, des vulnérabilités qui existaient déjà dans nos systèmes et les a mis au grand jour. Et on parle aujourd'hui de la question de la santé mentale des Noirs, des questions de justice sociale, d'équité, mais il y a aussi beaucoup de problèmes structurels qui ont été mis en lumière du point de vue global à partir de la crise de la COVID. Donc, cette notion de syndémie-là nous permet de comprendre que il y avait déjà des vulnérabilités créées, qui existaient, qui fragilisaient certaines franges de la population. Mais là, on est face à ce que j'appelle très souvent le concept de triple vulnérabilité. On est face là à des communautés qui sont en situation de triple vulnérabilité, comme tu l'as dit, du fait de qu'ils sont en processus d'adaptation ou bien qu'ils ont des traumas transgénérationnels, c'est une vulnérabilité, du fait qu'ils appartiennent à une minorité, c'est une vulnérabilité, mais du fait encore que la condition de la COVID les expose à une certaine précarité, on a affaire à une triple vulnérabilité. Donc, on n'est plus là dans une pandémie, on est là pratiquement dans une syndémie, c'est-à-dire que plusieurs maux qui affectent les mêmes populations au même moment. Et tu le disais tantôt, Olivier, c'est extrêmement important de comprendre que c'est un problème de santé publique et de le prendre comme tel parce que les statistiques montrent à quel point dans la population carcérale aujourd'hui, il y a énormément de jeunes issus des communautés noires et des communautés noires pratiquement immigrantes. Et ces jeunes-là deviennent les adultes de notre communauté. Et des fois, le système en tant que tel a créé un mot que j'appelle un monstre. Et ce monstre-là s'appelle quoi? La victimisation. OK? Alors, beaucoup de personnes vont tomber dans le jugement parce que je l'ai entendu beaucoup, mais why don't you move on? Pourquoi vous n'allez pas de l'avant? OK? Pourquoi vous restez là à vous victimiser? Mais ce que je rappelle aux gens, c'est que il faut aller au-delà des fois, on pense que ce qui se passe au-delà de notre vitre n'est pas très clair, alors qu'il faut juste mieux laver notre vitre à nous pour voir mieux ce qui se passe à l'extérieur. Des fois, on a l'habitude de juger la réalité par rapport à nos propres perceptions.
et non par rapport à la réalité elle-même. Notre réalité de la communauté qu'on veut construire, c'est une communauté où tout le monde a la possibilité d'accès à des services adaptés. Je prends l'exemple d'une dame hier dans une conférence qui a cité le CAP et qui disait que dans l'accompagnement qu'elle cherchait, elle a fait un ensemble de services, mais qu'elle se sentait toujours pas comprise et n'avait pas les ressources qu'elle cherchait. Jusqu'au jour où, par l'entremise de quelqu'un, elle a cogné à la porte de notre service, anciennement Maison Fraternité devenue le CAP, et c'est là, à partir de là, qu'elle a commencé à se soulager par rapport aux besoins de ce qu'elle cherchait. Alors, mais quand on regarde, parce que je m'assois aussi à plusieurs tables au niveau provincial, la réalité qui est là, c'est qu'il y a une difficulté d'accès aux services en santé mentale. Parce que disons, le manque, disons, de professionnels formés véritablement à ça, parce que également des services qui sont souvent inadaptés à la réalité, et parce que aussi souvent des professionnels de santé qui sont pas beaucoup formés à, disons, cette flexibilité-là ou cette sensibilité-là culturelle qui pourrait les aider à accompagner, disons, ces populations-là. Et pour l'avenir de notre santé publique, c'est aujourd'hui, c'est aujourd'hui qu'il faut vraiment agir. Oui, j'aime ce que tu dis. Ça permet c'est un problème de santé publique. Et ça permet de sortir aussi des discussions confrontationnelles, culturelles, de dire est-ce que c'est les Blancs qui culpabilisent, est-ce que c'est les Noirs. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit ici de dire notre communauté nationale d'aujourd'hui ressemble à ceci. Elle est colorée, elle existe de cette manière. Et il y a sa composante qui a une difficulté à s'adapter, à fonctionner. On va aller chercher les plus faibles et les renforcer pour qu'ils puissent continuer de contribuer à la construction d'une communauté canadienne forte. Donc, il s'agit pas là de confronter ou alors de mettre en face des communautés ou bien basées sur les races ou les langues et tout le reste. On sort totalement de la logique confrontationnelle pour entrer dans l'empathie. Et je compare souvent la cause de cette communauté minoritaire, que l'on soit noir, que ce soit des communautés minoritaires autochtones, à la cause de certains groupes qui ont avancé quand même plus vite. Je parle les causes des communautés LGBT, je parle des causes liées au viol. On se rend compte qu'il y a eu du progrès en termes d'empathie aujourd'hui. Sur le plan sociétal, on est capable de connecter avec la souffrance d'une personne d'orientation sexuelle qui parle de sa souffrance, de son rejet et de lui offrir des services d'accompagnement pour insister sur sa dignité et l'aider à s'intégrer, à être heureux dans sa vie. Au niveau de la question des viols, des personnes victimes de viols, on a donné la parole aux personnes souffrantes, on a pu connecter avec la souffrance des personnes victimes de viols. Et je pense que c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Il ne s'agit pas de confronter les communautés, mais d'aider les professionnels, d'aider la communauté et les membres des autres communautés à pouvoir connecter à la souffrance d'autres composantes pour mieux les aider. Donc, souvent, dans des débats, on peut rentrer dans des logiques confrontationnelles, mais personne ne demande à la génération de telle race d'aujourd'hui de rendre compte des choix de la génération de X période. Mais il s'agit de développer cette empathie-là et d'être sensible à la souffrance de ceux qui sont en difficulté. On nous demandera qu'est-ce que vous avez fait, vous autres. Je vais juste prendre un petit temps pour vous expliquer, nous, au CAP, qu'est-ce qu'on a pu faire quand on est arrivé puis qu'on a constaté effectivement qu'il y avait quelque chose à faire. C'est qu'on a décidé qu'il nous faut nous remettre en cause, il nous faut nous remettre en question, réfléchir ensemble sur le besoin de ces populations-là, mais pourquoi ils n'ont pas accès à nos services. Et de voir non plus que le problème vient de l'extérieur, mais de regarder le problème à partir de l'intérieur. Et le problème, c'est la solution. Le problème, ce n'est plus l'autre, mais le problème, c'est la solution et de réfléchir avec l'autre comment trouver une solution. Et on est allé vers ces populations-là.
on est allé vers les populations qui ont ce besoin-là pour leur dire, voici les services qu'on offre. Et on a commencé à construire sur la base de leurs besoins. Et aujourd'hui, on est arrivé à un point où le CAP est devenu une des références en termes d'inclusion, d'équité, d'inclusion, de diversité dans les services qu'on peut offrir. Et dans quelques jours, on va partir comme quelque chose de tout à fait nouveau qui est un groupe d'appui à ces communautés-là, qui est un groupe ouvert et qui est un groupe qui est culturellement sensible. Et quand on regarde nos services également, aujourd'hui, on a des équipes qui sont vraiment multiculturelles et ça nous a enrichis. Je pense que cette multiculturalité-là qu'on a ouvert à nos équipes nous a véritablement enrichis. Et au CAP, nous, aujourd'hui, dans nos équipes, ben, on ne se regarde pas si tu es noir ou tu es blanc, ou etc. Oui, on voit nos différences, mais nos différences sont devenues des forces pour nous. Nos différences sont devenues des forces pour nos équipes. Et on travaille sur la base de ces différentes expériences-là et ces différences-là qu'on a et ces richesses-là qu'on a dans nos expériences qui nous permettent d'offrir de meilleurs services à notre clientèle, d'offrir de meilleurs services à notre communauté. Je vois par exemple l'effort que nous faisons au niveau de l'approche axée sur l'approche culturelle, interculturelle dans nos équipes. C'est de plus en plus évident. Nous bénéficions d'une diversité dans nos équipes et ça donne une facilité entre professionnels d'échanger, de discuter sur les problématiques des clients issus de groupes minoritaires. Et c'est très beau de voir un collègue qui est issu d'une autre communauté poser la question, mais moi je comprends pas la dynamique de mon client, voilà, il est issu de telle communauté. Et ce bel échange là permet finalement d'offrir au client un meilleur service. Et donc, c'est un bel exemple aussi. On peut citer le cas de la Boussole, qui est un démembrement de le CAP, au niveau de la cité collégiale, qui offre d'excellents services dans la communauté, qui permet d'appuyer la communauté estudiantine dans le processus d'intégration, dans leur cheminement comme étudiants. Et on parle aussi de tous ces partages que nous faisons au niveau de la communauté, la région de la capitale, avec des initiatives comme le Smart Recovery, qui donnent de l'accès, de la visibilité, qui donnent un espace. Et Covid nous l'a prouvé, hein? Covid nous l'a prouvé. Je peux autant parler des services à l'enfance, là, avec notre collègue Valérie, qui a une équipe comme vraiment multiculturelle, et puis aussi les services aux jeunes et familles en dépendance troubles concomitants, les services aux jeunes et familles en santé mentale. Donc, et la boussole que tu viens de citer tantôt, et c'est tous les services, je pense, c'est tous les services cliniques de cette agence-là qui aujourd'hui ont compris depuis un certain nombre de temps qu'il nous faut véritablement sortir des chantiers battus. Il nous faut construire sur la réalité de nos communautés et sur leurs besoins. Et quand on regarde ce qui est en train de se faire, Covid nous a montré le nombre de webinaires qu'on a donné, le nombre d'ateliers qu'on a donné, le nombre de clients, et regarde la participation francophone, le leadership francophone qu'on a pris avec Counseling Connect. Aujourd'hui, on a au moins 4 psychothérapeutes qui donnent du temps à Counseling Connect, et y compris qui donnent du temps en interculturalité à Counseling Connect, ce qui est une compétence vraiment qui touche toute notre communauté et les besoins autour de nos communautés. Maintenant, tantôt, on a parlé de l'impact de Covid. Comme je dis, Covid a juste mis en avant les réalités qui étaient sous-jacentes dans nos communautés et peut-être sur lesquelles on fermait les yeux. Mais aujourd'hui, on ne peut plus, parce que la question de la vulnérabilité de ces communautés-là, comme tu as dit, au niveau biologique, psychologique et social, mais ça s'est vu. Ça s'est vu que les dernières études ont montré que les communautés noires, les communautés minoritaires, en général, sont beaucoup plus vulnérables, ont été beaucoup plus vulnérabilisées par la situation Covid, autant au niveau de leur santé physique qu'au niveau de leur santé mentale. Donc, avec la précarité, des fois, dans laquelle ils vivent, les emplois précaires qu'ils occupent, mais également toutes les difficultés d'accès, des fois, au système, ça a complètement renforcé cette vulnérabilité-là et qui a un impact réel au niveau de la santé mentale. On a connu des réalités
et des études aussi le montrent. Oui, les études le montrent définitivement. Je dis moi, en préparant ce direct, je me suis amusé parce que je pilote aussi le groupe que Papa Ladjike a annoncé, la création du groupe de services, le panel de services qu'on veut offrir en direction des communautés noires en ce qui concerne les problèmes de la santé mentale. Mais c'est parlant d'avoir accès aux statistiques et de voir à quel point la COVID a fragilisé et a fragilisé ces communautés qui vivaient déjà des fragilités. Et nous, au Cap, justement, et parce qu'il faut insister là-dessus, nous sommes dans une perspective de construire, de se rapprocher le plus possible de la communauté et de la clientèle, des clientèles, des composantes communautaires pour offrir le service le mieux adapté. On a beaucoup d'initiatives, on a un comité diversité inclusion qui est exceptionnel, on a un leadership exceptionnel qu'on est en train de construire pour se rapprocher du client. Et c'est en cela que nous sommes fiers de dire chaque jour que nous sommes centrés clients. Centré client, c'est pas juste de parler du client. Centré client, c'est aussi de se rapprocher le plus possible de la réalité du client pour parvenir à offrir le service qui pourrait faire la différence dans son processus. Et je pense définitivement. Et surtout l'inclusion. Aujourd'hui, voilà. On n'est plus dans des semblants d'inclusion. Ce que j'appelle moi des semblants d'inclusion, c'est que des fois, on va envoyer un petit questionnaire aux clients ou à la communauté en disant évaluez-nous, etc. Aujourd'hui, nous, ici, la culture, c'est que même dans la construction de certains programmes, on inclut nos anciens clients. Et on l'a connu dernièrement où des clients ont participé à la réflexion pour mettre des programmes. C'est là où on en est aujourd'hui. Et que ça soit autant au niveau du CEAC, de la Direction générale des directions et des services, c'est le mot d'ordre. C'est le mot d'ordre aujourd'hui au CAP, c'est que faites de votre mieux pour mettre beaucoup plus d'inclusivité dans les programmes, dans les services. Et c'est ça simplement qui va nous aider à parvenir à être centré client, comme tu dis, à travailler pour la clientèle, que le client soit au centre et que nous, on travaille pour le client, mais avec le client. Et je pense que quand on parle d'épanouissement des différentes composantes de la communauté, mais c'est ça, c'est qu'il y a une façon, et j'aime bien souvent, Olivier, quand tu parles d'ambassadeur positif, de l'inclusion, de la diversité, etc. Et je pense que c'est là où on doit aller. C'est véritablement là où on doit aller, mais il y a un passage. Et ce passage-là, souvent, c'est inconfortable. J'en discutais avec mon ami Anne Boali, qui dirige le comité en interne de diversité. Je disais, Anne, tu sais, c'est important qu'on tolère cet inconfort-là. C'est important qu'on se dise, il faut tolérer cet inconfort-là. Et c'est inconfortable partout, c'est inconfortable dans tous les camps. Et l'objectif, ce n'est pas de se pointer du doigt. L'objectif, nous, on est des professionnels. On n'est pas des militants combattants. Donc, mais dans notre secteur, on met le doigt sur des éléments qui puissent nous permettre de construire cet épanouissement qui est holistique. C'est un ensemble. Parce que quand on parle d'équilibre de vie, quand on parle d'épanouissement, c'est vraiment holistique. Puis, Olivier, je vais te laisser peut-être parler un peu de ton concept que j'aime bien. Le concept d'ambassadeur et ambassadrice du changement positif. Alors, ça tient à très peu de discours. C'est un concept, je pense que ces causes-là, que ce soit des causes pour les communautés minoritaires noires, que ce soit des causes de justice sociale, ont désormais besoin, et je pense que c'est la dynamique, c'est la direction qu'il faut prendre, on a désormais besoin des ambassadeurs et des alliés de ces changements positifs-là. Qu'est-ce que j'entends par là? Je bâtis ce concept sur la base de mon expérience d'intégration personnelle, c'est-à-dire qu'il y a une grosse part de mon intégration qui a été faite par mes apprentissages individuels, mais il y a une grosse part qui a été rendue possible par mon contact avec la culture différente de la mienne, c'est-à-dire en ayant des amis nés au Canada, de race blanche, ayant vécu, on est parvenu à franchir l'inconfort, des discussions difficiles pour se comprendre, pour s'ajuster et finalement en arriver
à un support mutuel dans les approches. Alors, les ambassadeurs du changement positif aujourd'hui, c'est des personnes issues des communautés blanches ou noires qui vont pouvoir porter le message de dire c'est possible de faire une communauté complémentaire où les gens se complètent et de mettre en avant ces modèles de partage, de cohabitation, de travail ensemble qui facilitent l'intégration des uns et des autres. Alors, je l'évoque souvent en riant. Alors, dans ces contacts amicaux, il y en a qui ont beaucoup plus appris et qui ont pu comprendre ma réalité en tant que nouvel arrivant et qui ont pu développer de l'empathie par rapport à la réalité de tout nouvel arrivant. Et de même, moi aussi, j'ai pu comprendre quels sont les éléments importants pour réussir mon adaptation et mon intégration. Alors, on est arrivé à un échange positif, un changement positif qui peut faire cas d'école. Et je pense qu'on le fait déjà au niveau du CAP, mais c'est un mouvement d'ambassadeurs du changement positif qu'on est appelé à mettre en avant et sortir un peu de cette dichotomie alors de ce conflit avec cette bipolarité de militantisme dit nous les noirs, nous les blancs. Je pense qu'on a besoin d'un terrain du milieu avec des ambassadeurs qui mettent en avant ce discours-là de complémentarité, de la rencontre des cultures, de l'enrichissement mutuel par la connaissance mutuelle, du partage des expériences positives. Parce que ça existe dans notre communauté canadienne, mais elle est encore, c'est une voie, il y a une masse silencieuse de personnes qui ont fait de très belles expériences d'intégration, de rencontres avec des personnes issues de la communauté noire ou issues de la communauté blanche. Et je pense qu'il faut progressivement constituer cette communauté d'ambassadeurs et d'ambassadrices qui vont mettre en avant ces réussites-là pour dire c'est possible et décrisper le débat dans lequel parfois on va s'enfermer quand on rentre dans des questionnements militants. Donc c'est ce que j'entends par ces ambassadeurs du changement positif et de la rencontre des cultures. Oui, puis le point le plus important à mon avis, qui est le point de base, c'est de pouvoir mettre le doigt sur là où ça ne va pas, d'être capable de se parler franchement des vraies choses, mais sans pour autant les personnaliser, pour comprendre ensemble que l'objectif, c'est de construire ensemble une meilleure communauté, une communauté où tout le monde a des chances égales, et comme que tu sois fils d'un noir, d'un blanc, d'un autochtone, etc., c'est que tu es Canadien, that's it, that's all, et tu dois avoir les mêmes chances que tout le monde. Et ça, il n'y a pas un camp qui va le faire. Et il faut savoir aussi, des fois, accepter de perdre des privilèges, parce que c'est ça aussi, et accepter également de traverser des inconforts. Et je sais que ça fait peur des fois. Ça fait peur parce que l'humain a l'habitude de fonctionner d'une façon confortable, de faire des sa routine, et ses habitudes. Des fois, quand certaines choses arrivent dans sa vie, il y a des résistances. Maintenant, il faudra travailler avec ces résistances-là, conscientes et inconscientes. Mais je pense que la base, ça serait d'avoir des occasions comme ça où on peut en parler en toute humanité, en tout respect, sans pour autant se pointer du doigt les uns les autres, mais dire les vraies choses et les reconnaître, les accepter. Donc, voilà un peu, pour avancer, voilà un peu ce qu'on voulait partager avec vous. Et puis, on va être ouvert aux questions. Je ne sais pas, Hanan, s'il y a des questions. Comme ça a été un plaisir, Olivier, de vraiment comme discuter avec toi. Puis, oui. Oui, il est partagé. On aurait pu faire 2 jours là. J'imagine. Messieurs, moi j'étais là, j'étais en arrière-plan. Honnêtement, je pourrais vous entendre discuter pendant des heures. Je crois que c'est un sujet qui touche tout un chacun et puis réellement, on parle de réels enjeux avec des réalités qu'il faut discuter, qu'il faut expliquer, qu'il faut exposer, puis qu'il faut être prêt à entendre aussi. Donc, je crois qu'à ce stade, on n'a pas réellement de questions. On a eu quelques commentaires, donc vous pourrez aller voir par la suite les commentaires, mais on n'a pas de réelles questions. Puis, j'invite encore une fois toutes les personnes qui nous regardent à nous adresser les questions à l'adresse suivante que je vais tenter d'aller chercher, que je vais afficher. Donc, on reste ouvert à vos suggestions et à vos questions. Et puis, messieurs, merci de cette enrichissante discussion qui était axée sur la compréhension, sur la compassion, sur l'ouverture d'esprit
et surtout axée solution. Ouais. Très important. Merci beaucoup, Hanan. Puis j'en profite encore pour répéter, puis pour encourager toutes ces personnes-là francophones des communautés noires à comprendre que le CAP est là et nous sommes une équipe très diverse, une équipe qui travaille beaucoup à intégrer à la fois dans nos services comme dans nos outils vos besoins, et n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes là pour vous. Nous avons un mandat provincial. Nous sommes là pour vous et nous allons répondre présent à vos sollicitations, et je pense que nous avons aussi tout le potentiel clinique et organisationnel qui nous permet aujourd'hui de vraiment comme vous accueillir confortablement dans nos services. Tout à fait, Papa Ladjike. Puis, merci, Papa Ladjike. Merci, Olivier. Je suis persuadée que c'est le premier, mais ce ne sera pas le dernier de notre discussion directe. Il y a tant de sujets à développer. Donc, je tiens à remercier aussi toutes les personnes qui ont été là, qui ont commenté. Donc, merci à toutes et à tous. Puis, il ne me reste plus qu'à vous rappeler que les équipes du CAP sont à votre service. Elles sont dévouées à votre bien-être et puis à votre épanouissement et à l'épanouissement de l'ensemble de la communauté. Donc, merci à toutes et à tous. Vous retrouverez les coordonnées du CAP qui défilent en bas. Puis, n'hésitez pas, vous pouvez faire une demande en ligne si vous le souhaitez. Puis, on reste disponible et on reste ouvert. N'hésitez pas. Et encore une fois, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Messieurs, je vous souhaite une excellente journée. Merci. Bonne journée à tout le monde. Merci. Au revoir.